Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre Joly, cofondateur et CEO de Herméo, solution qui permet aux techniciens du secteur industriel d'être plus efficients dans leurs opérations de maintenance et d'inspection. Dans cet épisode, nous échangeons sur le parcours de Pierre, ingénieur de formation, qui l'a amené à travailler pour le groupe SNCF avant de démissionner afin de se lancer avec son frère et un ami dans l'aventure entrepreneuriale. Pierre revient en détail sur la genèse de la création de l'entreprise en 2015 jusqu'au rachat de celle-ci par une société anglaise en 2021. Dans cet épisode, vous verrez comment une panne dans la gare de Marseille-Saint-Charles a provoqué de manière rocambolesque la création de Herméo et la success story qui en découle. Bonne écoute! Bonjour Pierre, et merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Pierre, la traditionnelle question pour commencer notre entretien chez Entrepreneur Café, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Herméo en quelques mots? Herméo, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une solution qu'on a développée qui permet aux techniciens dans le secteur industriel d'être plus efficients dans leurs opérations de maintenance, d'inspection, de contrôle. Et concrètement, qu'est-ce qu'on leur fournit? C'est une application mobile et ils vont avoir accès à l'intérieur de cette application mobile toutes les informations nécessaires pour réaliser leurs opérations. Et couplé à cette application mobile, on a développé une plateforme web à destination des chefs d'équipe, des managers, dans laquelle ils vont pouvoir digitaliser très simplement tous les processus métiers à destination des techniciens sur le terrain. Vous avez été créé quand et vous êtes basé où? Là, on a été créé en 2015 et on est basé à Paris. Et l'année dernière, donc en 2021, début 2021, on s'est fait racheter par une société anglaise qui s'appelle Causeway Technologies et qui est basée à Londres. D'accord, bon, on reviendra plus en détail justement sur Causeway, où vous en êtes maintenant, vos secteurs applicatifs et vos projets. Maintenant, Pierre, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, ton parcours. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à créer Herméo? Donc moi, je suis ingénieur de formation. Donc j'ai fait une école qui s'appelle Supélec. Après cette école, moi, je voulais aller voir le secteur industriel, qu'est-ce qui allait se passer. Donc je suis parti chez SNCF et je suis resté 3 ans chez SNCF en tant qu'ingénieur méthode et maintenance. Et en fait, j'étais responsable de définir des plans de maintenance des ordinateurs industriels qui guident des trains dans les gares. Tu vois, quand tu as des retards dans tes trains, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a ces ordinateurs-là industriels qui ont des pannes. C'est eux qui guident les trains vraiment. Le conducteur, il a juste à freiner et accélérer, et le reste, c'est piloté par... Les fameuses pannes SNCF. Enfin, les fameuses pannes SNCF, exactement. Donc, quand tu as des pannes de signalisation, une chance sur 2, ça vient de là. Bon, quand il y a le caténaire qui est coupé, là c'est pas ces ordinateurs industriels, mais sinon, voilà, c'est ces ordinateurs industriels qui peuvent avoir des bugs, quoi. Et donc, moi, j'étais responsable de ça. Et au bout de 3 ans chez SNCF, donc moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'adorais le secteur industriel, mais par contre, la lenteur du groupe SNCF, ça me pesait beaucoup. Et en fait, j'ai toujours eu un peu cette fibre entrepreneuriale-là. Et j'ai demandé à mon frère Christophe et un de mes amis que j'ai rencontré pendant mes études d'ingénieur s'ils étaient partants pour monter un projet entrepreneurial. Projet qui n'avait rien à voir avec Herméo. Initialement, moi, je voulais mettre des écrans dans les trains pour diffuser des informations utiles aux voyageurs. Et donc, ils m'ont suivi, ils m'ont dit, pourquoi pas, lançons un projet comme ça. Donc, on se remet en 2014, on lance ce projet-là. On était toujours chacun dans nos jobs respectifs. Et je me souviens, à un moment donné, on va voir le directeur de SNCF Voyage qui nous dit, l'idée, elle est pas mal, mais bon, il y a un seul client et on est déjà sur le coup. Donc, votre idée, elle est pas ouf, quoi. Ah oui. Mais donc, on se dit, on ressort complètement dépité, tu vois. On se dit, merde, mais on a fait complètement mauvaise route. Mais par contre, on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et donc, on se dit, à l'été 2014, ok, cette idée-là, elle était pourrie. Mais par contre, on aime bien travailler ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est que on va quitter notre job pour se mettre en difficulté, et on se disait, quand on sera en difficulté, on trouvera une idée, quoi. D'accord, c'est original comme approche. Ouais, c'est un peu original. Ça se passe toujours autour d'une bière, tu vois. On n'avait pas encore trop bu, tu vois, donc là, on n'était pas encore bourré, donc ça allait, tu vois, on était encore conscient quand on a pris cette décision-là. Et donc, petit à petit, Christophe pose sa démission, Victor pose sa démission, et moi, je pose ma démission, mais quand t'es SNCF, t'es cheminot, moi, j'étais cheminot, un statut cheminot,
Et donc, quand tu es cheminot, tu quittes pas la SNCF, tu vois, c'est compliqué, quoi, parce que tu as quelques avantages, les billets gratos, la retraite un peu plus tôt, donc c'est pas mal quand même. Mais donc, j'arrive tant bien que mal à négocier avec la SNCF pour un départ. Et donc, le départ était fixé en avril 2015. Et en janvier 2015, donc on avait signé tous les papiers, etc. Et il y a un gros problème sur un ordinateur industriel dans la gare de Marseille-Saint-Charles. Toute la gare était bloquée parce que l'ordinateur industriel était en panne. Et donc cet incident arrive un samedi matin. Et donc on dérange pas un cheminot qui n'est pas d'astreinte. Donc les mecs sur le terrain, les maintenanciers essayent de réparer cet ordinateur-là, mais ils n'y arrivent pas. C'était le bordel. Et bon, et donc t'as tous les trains qui étaient bloqués. Ça coûte hyper cher à la SNCF. Tu vois, ça leur fait pas cher d'être en retard. Il faut savoir qu'un train, donc ils ont le droit d'avoir un petit peu de retard, mais à un moment donné, ça leur coûte, pour 1 minute pour un train bloqué, ça peut leur coûter jusqu'à 3 000 € la minute de retard, quoi. Ah oui. Donc, voilà, ça leur coûte très cher. L'ordinateur était en panne, ils n'arrivent pas à le dépanner, donc ils m'appellent samedi dans la journée, ils me disent bon bah voilà Pierre, désolé, etc., etc. Est-ce que tu sais comment faire pour refaire partir l'ordinateur? Donc, je leur explique les procédures, ils n'y arrivent pas, donc là il y a la nuit qui se passe, le dimanche qui arrive aussi, donc on m'appelle de plus en plus régulièrement, j'essaie de les guider, mais ils n'y arrivent pas. Et là, je me souviens très bien, je me fais appeler dimanche. C'était Guillaume Pépi qui était le directeur de la SNCF par le cabinet de Guillaume Pépi. Et c'est un mec qui m'appelle, qui me dit bon, Monsieur Joly, est-ce que vous pouvez prendre le premier train lundi matin pour aller aider les maintenanciers à la gare de Marseille-Saint-Charles? Je leur dis bien sûr, il n'y a pas de problème. 2 minutes après, il me dit est-ce que vous pouvez prendre le premier avion? Je leur ai dit mais il n'y a pas de problème, tout ça. Donc je raccroche. Et là, il me rappelle à 11h, il me dit bon, Monsieur Joly, est-ce que vous pouvez prendre un train cette nuit? On affrète un jet privé. Il faut que vous ayez aidé les opérateurs sur le terrain. Je leur dis mais il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord, à ce moment-là, ouais. Ouais, donc là, je sors de chez moi à 2h du mat. Il y avait une limousine qui m'attendait, qui m'emmène au Bourget. Je décolle. Donc là, j'avais un peu les chocottes parce que je me dis, putain, je vais arriver sur place. Si j'arrive pas à faire redémarrer l'ordinateur industriel, ouais. je vais être mal. J'arrive sur place. Je fais 2-3 manipulations et l'ordinateur repart. Donc tout le monde est content. Je reste quelques jours sur place pour stabiliser l'ordinateur industriel. Donc tout est bien qui finit bien à Marseille-Saint-Charles. Et je rentre au bureau, tu vois, la semaine suivante. Pas en jet pour le coup, du coup. Non, pas en jet. J'avais quand même essayé de négocier que le jet m'attende. Ils m'ont dit on peut vous attendre en fin de journée. Mais bon, comme je suis resté 5 jours sur place, tu vois, c'était trop tard. Et là, je me fais convoquer par le cabinet de Guillaume Pépi, tu vois, du PDG de la SNCF. Et donc là, je me fais recevoir dans un bureau tout en haut d'une tour, etc. Tu peux imaginer le bazar avec 3 cm de moquette, etc. Donc le dirigeant me convoque, me dit bon bah Monsieur Joly, c'est dommage qu'un si bon élément de SNCF parte, etc., etc. On avait tout un plan de carrière pour vous, tout le kit, quoi. Et il me dit bon bah je vais pas vous retenir, je sais que vous voulez monter votre entreprise. Et il me dit qu'est-ce que vous allez faire pour comme entreprise? Et donc là, comme je t'avais dit, on avait zéro idée, on était à poil, quoi. Et là, du tac au tac, je lui pitch un peu Herméo, je lui dis bah est-ce qu'on va développer un manuel de maintenance digital qui va permettre aux opérateurs terrain de savoir exactement ce qu'il faut faire quand il y a une panne. Et par exemple, à Marseille-Saint-Charles, avec Herméo, alors on n'avait pas de nom encore, et avec notre solution, ils auraient pu tout de suite faire repartir l'ordinateur industriel. Et là, il me dit, vas-y, moi j'achète ça. Et donc là, je sors de cet entretien-là, j'appelle Christophe et Victor et je leur dis, bon, les gars, je sais pas si on va faire une boîte de ça, mais j'ai un premier projet. Et donc là, je leur explique et ils me disent, bon, vas-y, let's go, on peut se lancer. Et donc, ce qui était marrant, c'est que au tout début, quand on développait ça, on avait un contrat spécifique, juste spécifique avec SNCF. Et donc, Christophe et Victor, mes associés, me présentaient ça à moi, qui était SNCF et qui était leur client, quoi. Et il y avait mon chef à côté de moi qui était bien évidemment au courant. Mais donc, c'était assez rigolo, cette situation. Donc, je leur briefais c'était moi qui faisais la présentation qu'ils allaient me faire quelques minutes après. Donc, c'était assez marrant, quoi. Et donc, voilà comment on a décidé de lancer Herméo, parce que ça a fonctionné correctement chez SNCF et on s'est dit tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes, pour d'autres industries? Et petit à petit, de fil en aiguille, on a construit notre produit, quoi. Mais du coup, j'ai plein de questions qui arrivent, mais c'est assez original. C'est-à-dire que vous aviez un client de la première minute d'existence de l'idée, donc c'est quand même un concept assez intéressant. Du coup, toi, parce que donc à la base, le premier client c'était SNCF qui est dans le ferroviaire, vous avez, j'imagine, un peu développé au début pour répondre à la problématique qu'ils avaient, mais est-ce que tout de suite tu t'es dit je vais faire un outil qui est adaptable à d'autres industries, je vais essayer de taper large. Quelle était ta vision dès le départ
quand tu t'es mis dans ce projet avec tes deux compères? En fait, on n'avait pas de vision au début, tu vois, c'est rare, mais on n'avait pas du tout de vision produit. Et en fait, on s'est juste dit, on va faire ce projet-là. Et en fait, à la fin de ce projet, tu vois, on a livré une application mobile et terminé, quoi. Et on se dit, ouais, mais ça, là, ça va pas nous faire, une société, quoi. Et c'est là, en fait, on s'est dit, allez, on va prendre notre bâton de pèlerin, on va aller contacter plein d'autres industriels pour voir est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques et est-ce que ce concept-là pourrait leur plaire. Et donc là, on est allé sur LinkedIn et on a on a contacté plein de directeurs opérationnels de tout secteur confondu, énergie, transport, construction, manufacturing, etc. Et c'était génial, on a eu plein de retours et plein d'entretiens. Et on a fait plein d'entretiens avec des directeurs opérationnels, des directeurs métiers, des ingénieurs méthodes, etc., qui nous ont dit, ouais, on a un problème, les opérateurs sur le terrain manquent d'informations, ils sont pas assez autonomes pour réaliser leurs opérations de maintenance, d'inspection, de contrôle. Donc, ouais, il y a quelque chose, quoi. Avec tous ces entretiens qu'on a eus, c'est là où on a conçu le projet, le produit, et on s'est dit, d'accord, on a deux options. Soit on embauche une armée d'ingénieurs méthodes qui vont nous amener la connaissance à chaque fois pour pouvoir développer une application spécifique en fonction du client. Soit on va réussir à développer donc ce qu'on appelle, c'est la deuxième option qu'on a choisie, un studio d'édition générique qu'on va donner et qu'on va mettre à la main des métiers et qui vont pouvoir, sans connaissance informatique, digitaliser leur processus et les mettre à disposition des opérateurs sur le terrain. Tu vois, avec cette première expérience avec SNCF, plus ensuite après avec pas mal d'entretiens avec des directeurs opérationnels, directeurs métiers, etc., qu'on a réussi à concevoir et à avoir une vision assez forte de notre produit. Non, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que vous êtes parti des besoins des opérationnels avec qui vous avez discuté avant de construire votre produit et vous n'êtes pas parti bille en tête dans une idée un peu abstraite, quoi. Vous avez vraiment fait un outil, on va dire un outil pragmatique, si on devrait résumer. Ouais, tout à fait. Hyper pragmatique, hyper centré sur l'opérateur sur le terrain. Et parce que voilà, on se rendait compte que la digitalisation était vraiment en marche, mais il y avait un parent pauvre. Tu vois, on parle de big data, d'intelligence artificielle, de maintenance prédictive, etc. C'est génial, de jumeaux numériques. On parle de plein de choses. Mais derrière, l'opérateur sur le terrain, il est toujours avec son papier, hein, la plupart du temps, quoi. Et alors qu'en fait, c'est hyper important de se concentrer sur un des assets principaux des entreprises industrielles, quoi. Alors bien évidemment, tu as des lignes de production, mais tu as aussi les hommes qui sont derrière. Et donc, du coup, vous avez vous lancez le projet avec la SNCF dès le départ, ça marche bien avec la SNCF. Vous avez dit tout de suite l'idée que je trouve moi vraiment pertinente de parler avec les opérationnels pour construire une application pragmatique. Vous la mettez sur le marché et après, donc vous êtes 3. Comment ça se passe? Est-ce que le retour du marché est bon assez rapidement et vous permet, de commencer à embaucher des gens? Est-ce que vous avez un peu galéré au début? Ouais, on a bien galéré au début. On était dans un réseau, on est rentré assez rapidement, tu vois, faut que je te dise ça, on était dans un réseau, le réseau Entreprendre Paris qui est super bien. Et ce qui était marrant, c'est que on avait besoin pas mal de ressources parce que pour développer, pour vendre, etc. Sauf qu'on avait zéro moyen, quoi. Parce que on avait vendu à SNCF le premier projet, tu vois, on l'avait vendu 60 000 €. Donc c'était très bien, ça nous a permis d'avoir des locaux, d'embaucher des gens, d'acheter des ordinateurs, etc. Mais d'embaucher des gens, mais c'était des stagiaires qu'on a embauchés. Et on a fait les deux premières années d'Herméo uniquement avec des stagiaires. Donc on avait explosé les quotas et chez Réseau Entreprendre Paris, tu vois, ils hallucinaient parce on était genre 15, mais il y avait 12 stagiaires et nous 3 qui étions pas salariés direct d'Herméo. Donc on a grave galéré parce qu'on n'avait pas assez de ressources financières. Et donc, c'est pour ça qu'on a embauché des stagiaires, des alternants, beaucoup d'alternants, beaucoup de stagiaires, et qu'on a tous transformés parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec eux, on a construit le projet, construit un MVP qu'on a vendu. Donc, on a fait quelques pilotes avec certains de nos clients. Et au bout d'un an et demi, nos clients nous ont dit, c'est génial, maintenant, on veut passer à l'échelle. Et là, on se dit, merde, on n'a pas l'équipe pour passer à l'échelle parce que c'est des juniors qui sont hyper motivés. Mais même nous, tu vois, on savait pas comment développer un produit qui pouvait passer à l'échelle. Et on savait pas comment déployer un produit qui permettait de passer à l'échelle, etc., etc. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Source de financement un peu classique dans les startups, c'est levée de fonds. Et donc là, on a entamé une levée de fonds. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment vous êtes pris pour faire la levée de fonds? Souvent, moi, je me pose la question, quand on part sur une levée de fonds à ce stade-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque, du coup, de diluer, votre participation dans l'entreprise dès le départ? Nous, on l'a fait quand même 2 ans après. Tu vois, on a lancé Herméo en 2015 et la levée de fonds qu'on a faite, c'était en 2017. Donc, tu vois, c'était 2 ans après, quoi.
La plupart du temps, tu vois, nous, ils nous ont pris 23% sur notre levée de fonds. On a fait une levée de fonds de 2,5 millions, ils ont pris 23% de... Oui, donc vous restiez quand même assez majoritaire entre vous trois. Ouais, on restait vachement majoritaire. Souvent, c'est comme ça que sur les seed et série A, voilà, tu lâches entre 20 et 25-27%, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, comment on s'est pris? Nous, en fait, c'était l'été 2017. On avait ces problématiques-là. On avait pas mal de nos clients qui nous poussaient, qui étaient en train de nous dire, on veut accélérer. Et nous, on freinait plutôt les cas de fer en disant, attendez, nous, on peut pas accélérer avec vous, quoi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fait des concours de pitch de start-up dans un univers industriel. En fait, il y a pas dans le secteur industriel, l'innovation, elle prend une part de plus en plus importante. Et donc, tu as plein d'initiatives pour que tu as des industriels plus des fonds d'investissement qui font venir des startups, pitcher des startups, etc. Et en fait, nous, on a participé à un pitch de startup et à la fin, alors que normalement, c'est juste pour présenter ton idée, à la fin, on avait fait une slide, on a X clients qui veulent passer à l'échelle et on a besoin de X millions d'euros pour y aller. Et en fait, on a été lauréat, parce que souvent, tu vois, c'est un contest, un concours, donc tu vois, à la fin, il y a quelqu'un qui est élu. Et on a eu le premier prix de ce pitch-là, parce qu'aussi, on avait vraiment travaillé le pitch, et on savait qu'il y avait des investisseurs dans la salle. Et donc, derrière, ça a tout de suite lancé tu vois, la mise en relation avec les investisseurs. Tu vois, tous les investisseurs sont venus nous voir à la fin. Bon, OK, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a lancé notre levée de fonds, quoi, tu vois, avec un concours de start-up. Et ensuite, après, ce qu'on a fait, c'est un peu classique. Nous, alors, ce qu'on cherchait comme investisseurs, on cherchait des investisseurs qui avaient une connaissance industrielle. Et donc, on a choisi un fonds qui s'appelle iInnov et qui gère le fonds de SNCF Digital Venture. Et on voulait aussi, comme tu vois, on n'avait pas de connaissances très tech, tu vois, très tech startup. On voulait aussi un fonds qui avait dans son portefeuille pas mal de startups pour qu'on puisse être mis en relation avec eux. Et c'est pour ça qu'on a choisi Partech, qui est un fonds assez connu sur la place parisienne, voilà, qui investit dans pas mal de sociétés tech. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces deux fonds. On a eu Philippe Herbert qui est au podcast récemment, qui travaille chez Partech pendant très longtemps. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et donc, fin 2017, on a trouvé un accord et on a reçu les fonds en 2018. Et là, après, on a réussi à embaucher. Donc, vous, l'idée pour la levée de fonds, c'était de s'en servir pour embaucher et vous développer très rapidement? Exactement. Nous, la levée de fonds, c'était embaucher. Comme je te l'ai dit, tu vois, notre produit, dès le début, on n'avait pas une vision très forte du produit. Donc, en fait, on l'a construit brique par brique. Et en fait, on avait fait des choix techno qui n'étaient pas forcément les bons. Et donc, du coup, la levée de fonds, c'était embaucher et refondre notre produit, quoi. C'était vraiment l'objectif de ça. Et là, c'est là où les problèmes ont commencé à arriver, quoi. C'était quoi les fameux problèmes, justement? Les problèmes, c'est que le recrutement, tu vois, donc quand on a fait notre levée de fonds, on était 15. 6 mois après, on était 25-30. Et 3 mois après, on était re-15. Parce qu'en fait, on avait embauché plein de monde. Sauf qu'en fait, on les avait embauchés pour leurs compétences, mais pas pour leur état d'esprit, leurs valeurs. Et donc, en fait, tout a explosé au bout de 6 mois, tu vois. C'est parti dans tous les sens. Très, très compliqué, cette transition. Quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient compétents techniquement, mais qui ne se fondaient pas dans la culture que vous vouliez apporter à la boîte, c'est ça? Exactement. En fait, on ne savait pas recruter. Et donc, on n'avait pas mis en place de vrais process un peu industrialisés de recrutement. Donc, en fait, on a embauché très rapidement trop de monde qui ne fitait pas avec notre culture. Tu vois, on n'a pas eu de chance aussi là-dessus, mais bon, pas eu de chance, c'est normal, puisqu'on ne regardait pas vraiment ça pendant le recrutement. Parce que, comme tu vois, je te remets dans le contexte, nous, il fallait qu'on ait des compétences qui allaient nous aider à déployer, à vendre, déployer notre solution et à refactoriser, tu vois, à reconstruire notre application mobile et notre application web avec des technos qui allaient être plus stables, pour lesquels on allait pouvoir scaler le produit. Et en fait, on les a recrutés uniquement pour ça et pas du tout pour leur valeur. Et en fait, erreur énorme, parce que on a dépensé une énergie et de l'argent pour rien, parce que tu vois, ils sont arrivés et même les gens qui étaient là initialement, ils se sont dit, mais en fait, ils embauchent des gens qui ne fit pas avec le projet, etc. Donc, il y en a qui sont partis. Ceux qu'on a embauchés, il y en a qui sont partis aussi. Donc, c'était un merdier sans nom. Et il y en a pas mal d'autres startups qui ont ce même constat, qui ont ces mêmes problématiques, quoi. Voilà, donc on a ça. Et donc là, après, on s'est dit, vas-y, on arrête les conneries. On s'est vraiment posé, on s'est fait accompagner pour
définir nos valeurs, redéfinir des process de recrutement, voilà, etc., pour pouvoir arriver à mieux recruter. On s'est vraiment posé pour définir aussi nos roadmaps produits sur comment on allait pouvoir migrer notre produit vers des technos plus stables. Et ça a été un an et demi de travail acharné pour pouvoir arriver à redresser la barre, quoi. Et donc, finalement, j'ai l'impression, quand on en parle, c'est que tu as pris du recul par rapport à ça et qu'au final, ça vous a servi. Ça a été un coup dur, mais ça vous a permis de vous structurer. Vous êtes peut-être perdu du temps et puis, comme tu dis, aussi de l'argent, mais au final, ça vous a servi pour la suite, non, j'imagine, de faire cette erreur-là assez tôt. Ouais, tout à fait. Non, ça nous a servi. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, si tu t'en rends pas compte et que tu refais une levée de fonds et que tu rembauches des gens par-dessus, il faut que ça éclate le plus tôt. Le mieux, c'est que ça éclate pas, hein. Ouais. Bon, ça, le mieux, c'est que ça Mais éclate comme pas. tu dis, ça arrive très fréquemment. Enfin, tu n'es pas le Ouais, premier qui en c'est ça. parle. Ouais, exactement. Et donc, nous, ça arrivait assez tôt. Donc, c'est pas plus mal, tu vois. Ça nous a vachement. Même, et nous, on a vachement grandi individuellement en tant que manager. C'était génial, quoi. C'était tu vois, une leçon professionnelle qui était géniale. Et aujourd'hui, si on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est bien évidemment grâce à ces quelques longs mois de difficultés, quoi, de passage un peu à vide. Et ouais, on a appris à recruter, à mieux se mettre en question, à définir les valeurs d'entreprise, à redéfinir ce qu'on voulait faire pour Herméo, etc., hein, pour essayer de redonner du sens à Herméo. Donc, je suppose qu'après, une fois cette grosse tempête passée, vous êtes reparti de l'avant. Et combien de temps avant de du coup vous faire racheter et comment ça s'est passé? Bah donc, tu vois, 2017, fin 2017, début 2018, on fait notre levée de fonds. Voilà, 2019, 2018, c'était compliqué, comme je te l'ai dit. Début 2019 aussi, c'était un peu compliqué, mais on commençait à sortir la tête de l'eau. Sauf qu'on avait cramé quand même un peu d'argent, quoi. Et donc là, on se dit, merde, les hypothèses, tu vois, qu'on devait atteindre, donc c'est-à-dire transformer pas mal de nos clients en des gros clients, on n'avait pas réussi à le faire parce que on n'avait pas eu l'équipe pour. Et la migration produit, on l'avait pas encore finalisé, quoi. Donc là, tu vois, je vais raconter encore une autre épreuve qu'on a eue. Donc, fin 2019, on se dit, on n'a plus de cash, donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? Qu'est-ce que quand tu n'as plus de cash, tu retournes aller faire une levée de fonds, quoi. Donc, fin 2019, on essaie de refaire une levée de fonds, une série A. Et sauf que là, on n'arrive pas à la faire, quoi. On n'arrive pas à la faire parce qu'en fait, les fonds d'investissement nous disent, ouais, non, mais les gars, votre produit, il est top, mais montrez-nous que vous savez déployer plus largement votre solution chez des comptes, quoi. Vous avez réussi à le faire chez un ou deux comptes, mais montrez-nous que vous savez le faire chez 3-4 comptes. Et quand vous l'avez fait chez 3-4 comptes, avec grand plaisir pour vous suivre. Voilà, donc on n'avait plus de cash. Donc là, nos investisseurs historiques, ils nous ont ce qu'on appelle un bridge. Donc ils ont refait un apport en compte courant d'associé pour nous permettre de tenir encore un an et pour pouvoir arriver à démontrer ça et ensuite après refaire une levée de fonds. Et là, tu me vois venir, donc c'est fin 2019, début 2020, donc ils nous remettent 1 million d'euros. Et là, tu as le Covid qui arrive. Et le Covid qui a été hyper salutaire pour nous, parce qu'en fait, le Covid, c'est... Bon, alors bien sûr, le nouveau business, tout a été stoppé avec le Covid, parce que les industriels, ils étaient flippés, comme tout le monde. Donc, ils ont dit, les nouveaux projets, on arrête tout. Et donc, voilà, donc nous, on s'est vachement concentré sur nos clients existants, parce qu'en fait, les mecs, ils se faisaient chier chez eux, donc ils avaient le temps de développer, de déployer notre solution, tu vois, donc c'était génial. Pour nous, tu vois, on s'est concentré sur nos clients actuels. Et par contre, les nouveaux clients, c'était rideau, quoi. Mais ce qui était génial, c'est qu'il y avait, il y a eu plein de prêts, quoi. Là, l'État, ils ont fait des trucs magnifiques pour nous, quoi. Et donc, on a eu des crédits, des prêts d'État. On a eu 1 million de prêts et qui nous ont permis aussi de voir encore plus loin, quoi. Et ça, c'était génial parce que tu vois, on a eu une simili levée de fonds sans dilution, donc génial, quoi. On a remboursé, hein, je le dis, mais qu'on a remboursé, pas de problème. Et donc 2020 se passe et on commence voilà, en 2020, on a fait 20% de croissance, on avait prévu d'en faire 100%, donc tu vois, 20% c'était déjà ça, mais on a fait 100%, on a fait 20%. Et 2021, avec les prêts plus le bridge que nous avaient accordé nos investisseurs, en fait, on était confiant pour 2021. Et là, on allait montrer les 100% de croissance et on était prêt à aller faire une nouvelle belle série A, quoi, pour pouvoir surfinancer, se développer, etc. Et en fait, fin 2021, on avait un plan stratégique, nous, c'est qu'on voulait faire un peu de la croissance
externe. Et quand je dis croissance externe, c'est pas racheter des sociétés, mais on voulait revendre notre solution en marque blanche dans des pays qu'on ne voulait pas adresser parce que trop compliqué, quoi. Et en fait, on a rencontré donc Causeway, notre acquéreur. On a rencontré Causeway et c'est comme ça qu'on a eu les premiers échanges. C'est qu'on voulait qu'ils revendent notre solution en marque blanche. Et donc ça, on a commencé les discussions fin 2020 avec eux. Et en leur disant, bah voilà, on aimerait bien que vous revendiez notre solution. Eux, c'est un éditeur de logiciels ils ont une suite de logiciels pour suivre depuis la phase de conception jusqu'à la phase de démantèlement, la construction d'une infrastructure ou d'un bâtiment. Donc, ils ont une suite logicielle pour faire ça. Et c'est quoi? C'est une PME? Ouais, ils sont 500. Tu vois, ils font 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quelques mois après qu'ils nous ont racheté, ils ont fait une levée de fonds de 150 millions d'euros. Ça devient des beaux chiffres. Ouais, ça devient des beaux chiffres. Fin 2020, on commence à avoir ces négociations de revente en marque blanche. Et en fait, tout début 2021, là, il y a le CEO de cette entreprise qui nous dit, bon, en fait, votre solution, elle est top, vos clients, ils sont top, parce qu'ils ont levé le capot, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus gros que nous, donc ils voulaient avoir des garanties que si jamais ils allaient revendre notre solution, qu'on n'était pas des rigolos. Donc, voilà, ils ont fait des petits audits assez avancés de notre produit, ils ont contacté nos clients, etc., etc. Donc, et en fait, tout début 2021, ils nous ont dit, bah, en fait, votre produit il est top, vos clients ils sont top, votre équipe elle est géniale. Et nous, c'est tellement stratégique pour nous que en fait, ce qu'on vous propose, c'est faire un rachat de votre société. Et donc nous, là, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées parce que, en gros, si tu veux, on savait qu'on allait devoir rechercher des fonds en 2021 parce que on commençait quand même à être à court, quoi. Et en fait, Causeway nous proposait un projet pour accélérer le développement de notre société assez incroyable. Et donc, on s'est dit, mais vas-y, toutes les planètes sont alignées. Il y a une équipe en face qui est super sympa. Le produit, ça nous parle. On est dans le même secteur d'activité. Ils vont remettre des ressources du gasoil dans Herméo, ce qui va nous permettre d'accélérer le développement et le déploiement de notre solution. Et je te cache pas, et l'offre aussi qu'ils nous ont faite, c'était une belle offre. Et donc, on s'est dit, vas-y, let's go, quoi. Et du coup, ça, c'était en 2021. Ouais, tout début 2021. Et donc, toi et tes deux autres associés, donc vous avez revendu la société, mais quelles sont vos fonctions du coup maintenant chez Causeway? Eh ben, elles ont en fait pas changé. Donc, Victor, qui était responsable produit, il est toujours responsable produit sur la partie mobilité. Christophe, qui était responsable du déploiement de notre solution chez nos comptes, il le fait toujours en France. Et moi, qui étais responsable de l'entité française, qui était responsable de la société, je suis maintenant responsable de l'entité française. Et l'entité française, c'est entre guillemets, la R&D de la partie mobile. Et donc, en gros, on a exactement le même périmètre de poste que avant l'acquisition. D'accord, ouais, donc c'est intéressant. Vous avez plus de surface financière et humaine et vous gardez les mêmes postes, quoi. Donc c'était un deal gagnant-gagnant. Un deal gagnant-gagnant, voilà. Et justement, avec l'appui du coup de Causeway, maintenant, quels sont les projets pour Herméo? Déjà, est-ce que ça va continuer à s'appeler Herméo, la solution? Et puis, quels sont vos projets? Quels sont les secteurs déjà applicatifs que vous avez en stock? Est-ce que vous avez des projets d'en attaquer d'autres? Alors, la solution va toujours s'appeler Herméo. Nous, là, on avait vraiment développé une expertise forte donc, dans le transport. Dans le transport, dans le transport ferroviaire, on travaille avec SNCF, RATP, Eurotunnel, on travaille avec les grands du transport ferroviaire. Routier, on travaille, mais plus avec ceux qui font les autoroutes, donc avec les autoroutes Paris-Rhône, PRR, avec des filiales de Vinci. On travaille aussi dans le domaine de l'énergie, donc avec Total, avec EDF, tu as des grands noms. On travaille aussi dans le manufacturing. Plutôt dans le manufacturing, tu as des entreprises qui sont pas où il y a encore pas mal d'humains dedans, parce que tu as sur des lignes de production qui sont complètement automatisées, on va pas apporter grand chose, tu vois, comme plus-value parce qu'il y a des usines où il y a quasiment plus d'opérateurs sur le terrain, donc il n'y a pas forcément de plus-value à utiliser Herméo. Et un domaine qu'on est en train qui est en train de grossir et qui va encore grossir plus avec Causeway, c'est le domaine de la construction. Et le domaine de la construction, là où on est très très fort, c'est le domaine de l'inspection et du contrôle. Tu vois, on travaille avec les leaders sur le marché français qui sont Socotec, APAV, Qualiconsult.
qui vont venir faire le contrôle quand tu construis un bâtiment. Est-ce que tu as un bureau d'études qui va venir, mais est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art, etc., etc. Et donc, c'est ces gens-là qui vont faire ces contrôles-là. Donc, on est en train de développer et déployer Herméo chez ces comptes-là. Et on n'a pas encore attaqué le domaine de la construction, qui est la verticale prépondérante de Causeway. Et donc, dans les mois et surtout dans les années à venir, ça va être un secteur qu'on va aussi développer grâce aussi aux solutions de Causeway. Et quid de l'international ? Et l'international, alors pour l'instant, nous, on prospecte pas directement des entreprises, hors de France. Mais en fait, on travaille avec des très grands groupes. Donc, par exemple, Total, la plupart de nos projets, ils sont internationaux. L'exploration et la production, il n'y a pas encore de pétrole en France. Je pense pas qu'il y en aura. Donc, on travaille en Angola, à Singapour, au Qatar. Mais c'est plus des entreprises multinationales françaises qui vous emmènent. Qui nous emmènent là-bas. Et du coup, quand vous partez à l'international comme ça, est-ce que vous cherchez des partenaires locaux sur place pour faire le suivi ou vous envoyez des bonhommes former les gens sur place ? Comment ça fonctionne ? Non, alors on a des partenaires. En fait, c'est des partenaires qui sont même clients d'Herméo. Donc, ça va être des prestataires de services dans le secteur industriel qui vont être des gens comme SPI, Clemcy Services, des gens comme ça qui sont aussi prestataires de services pour des exploitants comme Total ou EDF ou que sais-je. Même ça fait partie du package qu'ils proposent à leur client final, en fait, c'est ça ? Exactement. Et donc, en fait, c'est ça qui est pas mal. C'est qu'en fait, ils sont aussi, SPI, ils sont clients d'Herméo, mais ils sont en plus prescripteurs d'Herméo parce qu'ils vendent aussi le service pour accompagner et pour déployer Herméo. Parce qu'on a formé les gens de chez SPI pour que maintenant, ils puissent paramétrer notre solution. C'est super. Et donc là, du coup, vous êtes combien de personnes là, à Herméo maintenant ? Donc là, on est 40 collaborateurs. La moitié, c'est la partie R&D. Donc, elle est divisée en développeurs, data scientist, designer, et l'autre équipe sur plus la partie produit, donc avec des product managers qui vont scoper les features, etc. Et ensuite, après, tu as l'autre moitié, 20 autres personnes. Il va y avoir bien évidemment une équipe sales qui représente 12 personnes, une équipe qui accompagne le déploiement de nos clients ou qui accompagne nos prestataires qui déploient notre solution. Ils sont 4. Et ensuite, après, tu as le reste marketing et admin, quoi. Pierre, on arrive au terme de notre entretien et j'aimerais te poser la question qu'on pose d'habitude aux entrepreneurs, la dernière question. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat dans le secteur industriel mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre ou qui n'a pas les codes, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ou de ne pas faire ? Super question. Alors moi, je lui conseillerais d'aller très, 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 très rapidement confronter son idée au marché parce que pour nous, c'est ce qui a fait le succès de notre solution. Et encore une fois, on vend. Voilà, si le produit, pour que le produit devienne successful, il faut qu'il y ait vraiment un problème sur lequel qu'on va résoudre. Et pour ça, il faut pas penser à la place du client ou du potentiel client, mais vraiment que le client le verbalise. Et donc vraiment d'aller le plus tôt possible confronter son idée au marché, quoi. Mais le plus tôt possible, quoi. D'où l'idée que vous aviez eue d'aller voir les opérationnels dès le départ. Exactement. Non mais très bien. En tout cas, Pierre, j'ai passé un super moment avec toi, c'était très intéressant. Et on souhaite du coup plein de succès à Herméo et à Causeway dans votre développement futur. Merci beaucoup Xavier, c'était un plaisir aussi de discuter avec toi. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!